Ce soir-là, autour d'une table que j'avais dressée avec amour, mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Maman, présente tes excuses à ma belle-mère ou quitte ma maison. » Je me souviens du silence qui a suivi. Un silence lourd, presque vivant, qui s'est posé sur la nappe blanche comme une tache indélébile. J'ai levé les yeux vers Liam, mon fils, mon unique enfant, l'homme que j'avais porté, élevé, protégé pendant 43 ans. Et j'ai vu un étranger. Je m'appelle Isabeau de Saint-Clair. J'ai 73 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire d'un dîner qui a tout détruit et tout reconstruit. Liam avait organisé ce repas pour apaiser les tensions, selon ses mots. Moi, j'y étais allée avec un bouquet de pivoine blanche et une tarte tatin encore tiède. J'avais mis ma robe bleu nuit, celle que mon mari adorait. Charles était mort 3 ans plus tôt. Cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Depuis, je vivais seule dans notre maison de Neuilly, entourée de ses livres, de son parfum encore accroché au rideau du bureau, et de ce vide qui n'a pas de nom. Liam était tout ce qui me restait. Et ce soir-là, il m'avait invité chez lui, chez eux, pour la première fois depuis des mois. La belle-mère de Liam s'appelait Geneviève Moreau, une femme au sourire froid et aux ongles impeccables. Elle avait élevé seule sa fille, Clémence, après un divorce retentissant dans les années 90. Clémence, elle, était douce. Trop douce, peut-être. Elle parlait peu, baissait souvent les yeux et semblait toujours attendre l'approbation de sa mère avant de répondre à la moindre question. Liam l'avait épousée 2 ans auparavant, une cérémonie rapide, presque précipitée. J'avais senti quelque chose d'étrange ce jour-là, mais je m'étais tue. On se tait souvent, nous les mères, de peur de perdre nos enfants. Ce soir-là, autour de la table, Geneviève parlait. Beaucoup. Elle racontait un voyage en Toscane, critiquait le vin que Liam avait choisi, corrigeait Clémence sur des détails sans importance. Moi, je l'écoutais poliment, les mains posées sur mes genoux. Puis elle a dit « Vous savez, Isabeau, il faut savoir lâcher prise. Les mères qui s'accrochent à leur fils finissent toujours seules. » J'ai senti mon cœur se serrer. Mais j'ai souri. J'ai dit « Je ne m'accroche à personne, Geneviève. J'aime simplement mon fils. » Elle a ri. Un rire léger, presque amusé. Justement, c'est ça le problème. Liam n'a rien dit. Clémence a baissé les yeux. Et moi, j'ai compris que ce dîner n'avait jamais été organisé pour apaiser quoi que ce soit. C'était un piège. Alors Geneviève a continué. Elle a parlé de la maison de Neuilly. Beaucoup trop grande pour une femme seule, a-t-elle dit. Elle a évoqué mes appels à Liam. Trop fréquents, selon elle. Elle a même mentionné l'alliance de Charles, que je portais encore à mon doigt. Il faudrait peut-être tourner la page, non? 3 ans, c'est long. J'ai posé ma serviette. J'ai respiré lentement. Et j'ai dit, d'une voix calme, « Geneviève, je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir ce soir, mais je vous assure que vous ne l'obtiendrez pas. » Le visage de Liam s'est durci. Il a frappé la table du plat de la main. « Maman, ça suffit. Présente tes excuses à Geneviève ou quitte ma maison. Maintenant. » Je me suis levée, lentement. J'ai regardé Geneviève droit dans les yeux. Elle souriait. Ce sourire froid, victorieux, de celle qui croit avoir gagné. Alors j'ai dit 3 mots. 3 mots seulement. Garde-le bien. Puis je suis partie. Sans me retourner. Sans un mot de plus. J'ai refermé la porte derrière moi et en traversant le jardin, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais aussi, quelque chose se libérer. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. 2 semaines plus tard, un matin de novembre, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était Liam, le visage défait, les yeux rouges. Il tremblait. « Maman, le banco a tout bloqué. L'avocate a appelé. La maison est sous-saisie. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais enfin retrouvé ma voix. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce matin-là, devant ma porte, avec mon fils défait et tremblant, je dois vous ramener en arrière, bien en arrière. Parce que pour comprendre comment on en arrive à dire 3 mots et partir, il faut d'abord comprendre ce qu'on laisse derrière soi. J'ai rencontré Charles de Saint-Clair en 1970, dans une librairie du 6e arrondissement. J'avais 21 ans, lui, 28. Je cherchais un recueil de Prévert. Lui lisait Camus, appuyé contre une étagère, lunettes sur le nez,
l'air sérieux et un peu distant. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit « Vous cherchez de la poésie ou des réponses ?» J'ai ri. J'ai répondu « Les deux, je crois. » Il a souri. Et ce sourire, je m'en souviens encore aujourd'hui. Comme si quelque chose dans l'univers venait de se mettre en place. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, en juin 1972, dans une petite église de Provence où sa famille avait une bastide. Il pleuvait ce jour-là. Une pluie fine, presque poétique. Ma mère disait que la pluie le jour du mariage portait bonheur. Elle avait raison. Charles était architecte, pas un architecte ordinaire. Il dessinait des bâtiments avec la même rigueur qu'un poète choisit ses mots. Chaque ligne avait un sens, chaque espace, une respiration. Il me disait souvent « Un lieu doit raconter une histoire, Isabeau. Sinon, ce n'est qu'un tas de pierres. » Nous avons acheté la maison de Neuilly en 1975. Une demeure bourgeoise du début du siècle, avec un jardin clos de murs, un magnolia centenaire et des volets bleu pâle. Charles a tout restauré lui-même. Les moulures, les parquets, les cheminées en marbre. Il passait des heures dans son bureau, penché sur des plans, un crayon derrière l'oreille, une tasse de café froid à portée de main. Moi, je m'occupais du jardin. Je plantais des roses, des hortensias, des pivoines blanches, ses préférées. Le soir, nous dînions sur la terrasse, sous le magnolia, et il me racontait ses projets, ses rêves, ses doutes aussi. Nous parlions de tout, de politique, de littérature, de la vie. Nous nous disputions rarement. Et quand cela arrivait, c'était toujours avec respect. Charles disait « On ne crie pas sur ceux qu'on aime, on leur parle ». Liam est né en 1982, un matin de mars sous un ciel gris perle. Je me souviens de Charles tenant ce petit être dans ses bras, les larmes aux yeux, murmurant « Il a tes yeux, Isabeau ». Ce n'était pas vrai. Liam avait les yeux de son père, noisettes, avec des reflets dorés. Mais Charles voulait me faire plaisir. C'était un homme comme ça. Liam a grandi dans cette maison, dans ce jardin, entre les livres de son père et mes rosiers. Il était curieux, sensible, un peu solitaire aussi. Il passait des heures à dessiner, assis dans le bureau de Charles, tandis que son père travaillait à côté de lui en silence. Charles ne le forçait jamais. Il le laissait explorer, rêver. Il disait « Un enfant doit trouver son propre chemin, pas marcher dans les traces de son père ». Liam aimait la musique, le piano surtout. À 12 ans, il a commencé à prendre des cours. Chaque soir, après le dîner, il s'installait devant le vieux piano droit du salon et jouait. Chopin, Debussy, Satie. Charles et moi nous asseyions dans le canapé, en silence, et nous l'écoutions. Ces moments-là, je ne sais pas comment les décrire. C'était comme si le temps s'arrêtait, comme si tout ce qui comptait vraiment se trouvait dans cette pièce, dans ces notes, dans ce silence partagé. Mais il y avait aussi des tensions, petites, discrètes, comme des fissures invisibles dans un mur. Liam admirait son père, énormément, peut-être trop. Charles avait une présence imposante, une autorité naturelle, pas tyrannique, jamais. Mais il était difficile de se sentir à la hauteur à côté de lui. Un jour, Liam avait 16 ans, il a dit à son père « Je ne veux pas devenir architecte, je veux faire de la finance ». Charles a levé les yeux de son journal. Il a regardé Liam longuement. Puis il a dit, calmement, « Alors fais de la finance. Mais fais-le bien, fais-le avec intégrité. » Liam a baissé les yeux. Je crois qu'il s'attendait à une bataille, à une déception. Mais Charles ne fonctionnait pas comme ça. Il respectait les choix de son fils, même ceux qu'il ne comprenait pas. Les années ont passé. Liam est entré à HEC. Puis il a travaillé dans une banque d'affaires. Il gagnait bien sa vie. Très bien même. Mais quelque chose avait changé en lui. Il était devenu plus distant, plus sec, moins présent. Il venait déjeuner le dimanche, mais il regardait son téléphone pendant le repas. Il posait des questions polies, mais n'écoutait pas vraiment les réponses. Charles s'en inquiétait. Il me disait, le soir dans notre chambre, « J'ai l'impression de perdre mon fils, Isabeau ». Je le rassurais. Je lui disais que c'était normal, que Liam construisait sa vie, que nous devions lui faire confiance. Mais au fond, moi aussi, je sentais ce vide se creuser. Puis Charles est tombé malade. C'était en 2018. Un automne pluvieux. Il s'est plaint de douleurs abdominales, de fatigue, de nausées. On a fait des examens. Cancer du pancréas. Stade 4. Le médecin nous a dit, avec une douceur terrible, 6 mois, 1 an, au mieux. Charles a hoché la tête. Il m'a pris la main.
Et il a dit « Alors, on va en profiter ». Ces 6 mois ont été les plus intenses de ma vie. Charles a arrêté de travailler. Il a vendu son cabinet. Il a mis de l'ordre dans ses affaires. Mais surtout, il a vécu. Nous avons voyagé, pas loin, juste en Normandie, en Bretagne, dans les Alpes. Nous avons marché sur les plages, regardé les couchers de soleil, parlé pendant des heures. Liam venait nous voir, plus souvent qu'avant, mais il était mal à l'aise. Je le sentais. Il ne savait pas quoi dire à son père, comment être présent face à la mort. Charles, lui, était serein. Il disait « La mort ne me fait pas peur, Isabeau. Ce qui me fait peur, c'est de te laisser seule. » Je pleurais, beaucoup. Mais devant lui, je souriais. Je voulais qu'il parte en paix. Il est mort un matin de février 2019, dans notre lit, ma main dans la sienne. Il a ouvert les yeux une dernière fois. Il m'a regardé, et il a murmuré « Merci, pour tout ». Puis il est parti, doucement, comme on s'endort. L'enterrement a eu lieu à Neuilly, sous une pluie fine. Liam était là, habillé de noir, le visage fermé. Il a prononcé quelques mots devant l'assemblée, des mots justes mais froids. Après la cérémonie, il m'a prise dans ses bras, brièvement. Puis il est reparti. Et pendant des mois, je suis restée seule dans cette grande maison, entourée des livres de Charles, de son parfum, de ses dessins. Je portais son alliance autour de mon cou, accrochée à une fine chaîne en or. Je la touchais souvent, comme pour me rappeler que tout cela avait été réel, que cet amour avait existé. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 1 an plus tard, Liam m'a annoncé qu'il se mariait, avec Clémence. Je ne la connaissais pas. Je l'avais rencontrée une seule fois, lors d'un déjeuner rapide. Elle semblait gentille, discrète, effacée. Mais ce qui m'a frappé ce jour-là, c'était la présence de Geneviève, sa mère. Elle parlait à la place de Clémence, décidait pour elle, répondait avant elle. Et Liam souriait, comme si tout cela était normal. Le mariage a été organisé en 6 semaines. Pas de grande cérémonie, juste une mairie et un déjeuner dans un restaurant chic. Geneviève a tout supervisé, le menu, les fleurs, les invitations. Moi, j'étais spectatrice. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Charles. J'ai sorti une vieille photo de Liam enfant, assis sur les genoux de son père, souriant. Et j'ai pleuré. Parce que je savais, au fond de moi, que quelque chose venait de se briser. Définitivement. Après le mariage de Liam, j'ai essayé de me convaincre que tout irait bien, que mon fils était heureux, que Clémence était une bonne personne, que je devais simplement accepter cette nouvelle réalité et trouver ma place dans leur vie. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Pas du tout. Les premiers mois, Liam m'appelait encore. Pas souvent. 1 fois par semaine, peut-être. Des conversations courtes, superficielles. « Ça va, maman ? » ?»« Oui, mon chéri. Et toi ? » ?»« Bien. »« Le travail est intense. Je t'embrasse. » Puis il raccrochait. Je restais là, le téléphone à la main, avec ce sentiment étrange d'avoir parlé à un inconnu poli. J'ai commencé à les inviter à déjeuner le dimanche, comme avant, comme nous le faisions avec Charles. La première fois, Liam est venu seul. Clémence était fatiguée, selon lui. La deuxième fois, ils sont venus ensemble. Mais Clémence parlait à peine. Elle répondait par monosyllabes, les yeux baissés, comme si elle attendait une permission pour exister. La troisième fois, ils ont annulé. Geneviève a organisé un déjeuner chez elle. Et c'est devenu un schéma. Chaque fois que j'invitais Liam, il y avait une excuse, un empêchement, un autre engagement. Souvent, avec Geneviève, je ne comprenais pas. Pourquoi cette femme occupait-elle autant de place dans la vie de mon fils? Pourquoi Liam, qui avait toujours été indépendant, semblait désormais tourner autour d'elle comme un satellite? Un jour, j'ai posé la question. Nous étions au téléphone. Liam venait encore d'annuler un déjeuner. J'ai dit, aussi calmement que possible, « Mon chéri, j'ai l'impression que tu passes plus de temps avec Geneviève qu'avec moi. » Il y a eu un silence. Puis il a répondu, sur un ton légèrement irrité, « Maman, Geneviève est seule. Elle a besoin de nous. Toi, tu es forte. Tu peux te débrouiller. » J'ai senti quelque chose se glacer en moi. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste murmuré, « Bien sûr, je comprends. » Et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Charles. Je le faisais souvent, depuis sa mort. C'était devenu un rituel, une façon de me sentir moins seule. À l'intérieur, il y avait ses carnets de notes, ses crayons, ses lunettes,
et une enveloppe Kraft, épaisse, fermée avec du scotch. Sur l'enveloppe, il avait écrit, de sa belle écriture fine, « À ouvrir en cas de nécessité ». Pour Isabeau. Je l'avais déjà vue, des dizaines de fois, mais je ne l'avais jamais ouverte, parce que Charles m'avait dit, quelques semaines avant sa mort, « Ce qui est dans cette enveloppe, Isabeau, c'est une protection, une assurance. J'espère que tu n'auras jamais à t'en servir. Mais si un jour tu en as besoin, tu sauras. » Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais ce soir-là, en tenant cette enveloppe dans mes mains, j'ai senti un frisson me traverser, comme un pressentiment. Les semaines ont passé. Liam s'éloignait de plus en plus. Il ne répondait plus toujours à mes appels. Parfois, je tombais directement sur le répondeur. Je laissais des messages, courts, légers. « Bonjour mon chéri, c'est maman. Juste pour prendre de tes nouvelles. Rappelle-moi quand tu peux. Je t'embrasse. » Mais il ne rappelait pas toujours. Et quand il le faisait, c'était expédié, pressé. « Désolée maman, beaucoup de boulot. On se voit bientôt, promis. » Un jour, j'ai croisé une ancienne amie de la famille, Madeleine, au marché de Neuilly. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit, avec cette franchise brutale qu'ont parfois les gens de notre génération, « Isabeau, tu as l'air épuisé. Tu vas bien ?» J'ai souri. Ce sourire automatique qu'on met quand on veut rassurer les autres. « Oui, oui,